Là encore, c'est une actualité marquante qui dit beaucoup de choses de nos sociétés. Nous sommes 2 jours après cette attaque au couteau qui a coûté la vie, terrible attaque qui a coûté la vie à 3 fillettes à Southport, c'est en Angleterre. De violents affrontements ont éclaté ces derniers jours, ces dernières heures surtout, entre une centaine de militants, notamment de la Ligue de défense anglaise et des policiers, des militants qualifiés d'extrême droite. Vous vouliez vous mettre en cause la question de l'immigration dans ce drame qui est prégnante et qui génère d'ailleurs ces affrontements et cette période assez compliquée à suivre en Angleterre. Alors c'était ce lundi 29 juillet, donc il y a 2 jours, en fin de matinée à Southport, donc à côté, dans le nord de l'Angleterre, à côté de Liverpool. Un homme est sorti d'un taxi en trombe ce lundi matin, il était armé d'un couteau et s'est dirigé vers une école de danse. Après avoir pénétré à l'intérieur de cette école de danse, il tombe nez à nez avec une classe de petites filles et celle-ci répétait tout simplement une activité d'été sur le thème de la chanteuse très connue dans le monde anglo-saxon, Taylor Swift, un petit peu moins en France, mais tout de même. Immédiatement, l'homme bondit sur les enfants en donnant des coups de couteau. Il en atteint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 2 adultes qui tentaient de les protéger. Parmi ces victimes, 3 petites filles sont décédées au moment où je vous parle, bébé, Alice et Elsie, qui avaient 6, 7 et 9 ans. Alors je pense, et on pense tous évidemment à la douleur des victimes, de leur famille. Je lisais quelque chose qui m'a frappé dans le Daily Mail. Les parents de la petite Alice disent, et je cite, « Ne parle pas, il pleure ». Faut toujours se souvenir de ce que c'est que la douleur d'une victime et de sa famille. Cette attaque contre des enfants sans défense, qui est d'une horreur vraiment particulière parce que ça touche des enfants, a évidemment créé une onde de choc au Royaume-Uni. Le tout nouveau Premier ministre s'est rendu sur place où il a déposé une gerbe de fleurs et le roi lui-même a offert ses condoléances aux victimes. Et puis en France, cette attaque a une résonance particulière parce qu'il y a 1 an, des enfants avaient été visés dans un parc, c'était à Annecy, et par miracle, les bébés poignardés s'en sont sortis. Et comme j'ai l'habitude de le dire, au-delà de l'horreur d'un crime, chaque crime est aussi l'occasion de grandir collectivement, rationnellement. C'est l'occasion de tirer des leçons et surtout d'éviter de futures victimes. Et en l'occurrence, des éléments concernant le profil du suspect posent des questions selon vous ? Oui, parce que sur le mobile, on ne connaît pas encore grand-chose. La piste du terrorisme n'est pas envisagée pour le moment par la police. Évidemment, quand on a une attaque de ce genre-là, on peut se poser des questions sur l'état psychologique, la stabilité instable potentielle de l'auteur, mais il faudra attendre pour avoir plus de détails. En revanche, quand nos yeux se tournent vers la personnalité du suspect, on peut se poser les vraies questions. Son nom n'a pas été dévoilé parce qu'il est mineur, comme en France on ne dévoile pas les noms des mineurs, mais nous savons qu'il a 17 ans, qu'il est né à Cardiff, au Pays de Galles, donc juste à côté, au Royaume-Uni, et que ses 2 parents sont immigrés du Rwanda. Et là, une petite lumière s'allume. Parce qu'en effet, en France aussi, l'assaillant d'Annecy était un réfugié syrien, issu donc de l'immigration. Et ce sujet de l'immigration a rapidement enflé en Angleterre du fait d'un événement que les autorités n'avaient pas vu venir. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, l'affaire de Southport ne s'arrête pas là. Comme c'est l'usage, et c'est bien compréhensible, le lendemain de l'attaque, donc mardi, hier, une veillée a eu lieu en mémoire des victimes dans le centre-ville. Elle a rassemblé des milliers de personnes dans un esprit évidemment de recueillement. Mais le même soir, un autre attroupement s'est formé un tout petit peu plus loin dans la ville, plus à proximité du lieu de l'attaque, et un groupe de manifestants dont on ne connaît pas encore la composition exacte, mais qui sont probablement des militants politiques, peut-être venus d'ailleurs, peut-être de l'English Defence League, sans que rien ne soit confirmé, a blâmé l'immigration pour l'attaque, et s'en est physiquement pris à une mosquée à proximité des lieux. Donc, selon la police locale, la mosquée puis la police ont été visés par des jets de bouteilles et des jets de briques. L'affrontement a été assez rude, il y a une 50aine de policiers qui seraient blessés, et il y a une camionnette de police brûlée. Suite à ce nouvel incident, une pluie bien anglaise de condamnations s'est abattue sur les manifestants de la part de l'ensemble de la classe politique nationale et locale. La ministre de l'Intérieur et la vice-première ministre ont traité cet incident de honteux. Le Premier ministre a fustigé ceux qui ont détourné la vigile pour les victimes par la violence et la brutalité, et il a ajouté que les émeutiers connaîtraient toute la force de la loi. Personne, effectivement, ne peut cautionner un attroupement violent qui s'en prend à une mosquée au hasard, sans aucun lien avec l'affaire. C'est contraire au principe de justice selon lequel chacun est tenu personnellement responsable et non pas collectivement responsable de ses actes. Mais on peut aussi s'étonner, une fois de plus, de voir une sorte de 2 poids 2 mesures. On peut aussi s'étonner, même avant ça, on peut s'étonner de voir ce que, par exemple, Raphaël Arnaud a tweeté, et la politique qui monte déjà en France à ce niveau-là, de se demander quel est le plus grave. Le nouveau député France Insoumise, élu lors des dernières législatives. Il y a un mot contre les manifestations, qu'on peut comprendre, mais qui n'a pas de mot pour les victimes. Il ne faut pas oublier que le centre de cette affaire, c'est que 3 fillettes sont mortes et que 9 ont été attaquées au couteau sans raison. Bien sûr. C'est ça le plus grave.
Et on peut s'étonner aussi, donc je vous disais, d'un deux poids deux mesures entre d'une part les bons émeutiers, ceux issus par exemple de Black Lives Matter, qui avaient été adoubés par une large partie de l'élite politique et médiatique, ceux qui ont brûlé des centaines de voitures à Kenosha, au Wisconsin, mais dont les agissements étaient qualifiés à l'époque sans rire et en direct de, je vous cite, fougueuses mais essentiellement pacifiques par la chaîne CNN. Puis de l'autre côté, on a les mauvais émeutiers qui s'opposent à la dimension migratoire de la nouvelle religion occidentale, puisqu'on parle beaucoup de blasphème en ce moment. Mais heureusement, il n'y a pas que des groupes violents et radicaux qui critiquent les migrations, et il est possible d'en parler posément. En Allemagne, par exemple, suite à une attaque au couteau il y a quelques semaines, début du mois de juin à Mannheim, un policier qui a perdu la vie, le chancelier allemand socialiste lui-même a promis qu'il mettrait en place l'expulsion des criminels étrangers. Mais en la matière, est-ce qu'on connaît vraiment la teneur d'un éventuel lien entre immigration et criminalité, Oui, Pierre-Marie Sèvres ? Nous la connaissons 1000 fois. Emmanuel Macron l'a fait, Gérald Darmanin l'ont fait. C'est vrai. Ni le chancelier allemand, ni moi ne disons que tout immigré est un délinquant, ce qui serait objectivement complètement à côté de la plaque. Ça reste une petite minorité. Mais nous savons, tant en France que dans l'ensemble de l'Europe, que les immigrés et les étrangers sont surreprésentés parmi les auteurs de crimes et délits. Et qu'en moyenne, je ne parle pas d'une personne en particulier, chaque immigré de plus en Europe fait, en moyenne, augmenter le niveau global d'insécurité. Il y a des dizaines d'indicateurs qui permettent de le mesurer. Je vous cite pêle-mêle la proportion des étrangers dans nos prisons. On était à 22,5 en 2022 contre 7,8% de la population française. C'est une surreprésentation. On a aussi une surreprésentation systématique dans tous les crimes et délits en France, dans les statistiques même du ministère de l'Intérieur, ou les chiffres très précis en Allemagne, où, selon les statistiques officielles, les étrangers, qui représentent 11% de la population, représentent presque la moitié des auteurs de crimes, 42%. Mais en l'occurrence, à Southport, l'auteur est né au Royaume-Uni. C'est donc par définition un citoyen britannique. Il possède la nationalité. Alors, ça n'a pas été vérifié, mais on peut l'imaginer aisément. Oui, vous avez raison, mais on a beaucoup moins de chiffres là-dessus. Mais sur les immigrés de seconde génération, il y a des chiffres qui vont aussi dans le même sens. Selon plusieurs études, les immigrés de seconde génération seraient encore plus représentés dans la délinquance et la criminalité que leurs parents. C'est d'ailleurs logique. Les immigrés de première génération, ils ont pris la décision d'immigrer dans un pays. On peut s'attendre à ce qu'ils fassent davantage d'efforts d'intégration que leurs enfants, qui eux n'ont pas le sentiment d'avoir pris cette décision, d'avoir choisi cette situation, qui peuvent donc faire montre de moins d'efforts pour respecter les règles collectives de sociétés dont parfois ils se sentent, à tort ou à raison, exclus. Donc je vous cite des études, une étude de 2013 du Pew Research Center aux États-Unis qui titrait « Le crime croît parmi les immigrés de seconde génération », c'est essentiellement des hispaniques là-bas, alors qu'ils assimilent. Voici le titre de l'étude. Le Pew Hispanic Center, plus précisément, estime que les enfants hispaniques sont plus susceptibles d'être mis en cause par la police que ne l'étaient leurs parents. Et les rares statistiques officielles que nous avons en Europe, elles proviennent du Danemark, qui note que les immigrés de seconde génération sont environ 2 fois plus susceptibles d'être condamnés que leurs parents, qui le sont eux-mêmes 2 fois plus que les Danois natifs. Mais au-delà des chiffres, ne devrait-on pas attendre des immigrés que leur niveau de criminalité soit même en dessous de celui des nationaux, voire carrément proche de zéro ? L'entrée sur un territoire et le bénéfice de ces infrastructures, qui ont été construites par d'autres personnes, ne devrait-elle pas être vue comme un honneur, déjà, premièrement, ou comme un privilège, qui pourrait être perdu dès le moindre coup de poignard au contrat passé entre l'immigré et son pays d'accueil ? Dire la réalité n'a pas pour but d'éprouver de la haine quelconque envers qui que ce soit. Dire la réalité n'a qu'un but, c'est régler le problème. Je remarque d'ailleurs que, je vous citais, le seul pays qui a les statistiques officielles sur les immigrés de seconde génération, c'est le Danemark. Et le Danemark a prouvé avoir drastiquement baissé, parce qu'il traite le problème, avoir drastiquement baissé cette criminalité immigrée, qui a été divisée par 2 entre 90 et 2006. Comme quoi, en mesurant un problème, on le comprend et on le règle. Et j'ose espérer qu'au pays de Descartes, faire cela ne semblera pas être une révolution. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres. Je vous remercie pour cet exposé, c'est très clair.